Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette dernière conférence de la série Finances personnelles, organisée par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Ce projet est possible grâce à la fondation de BANQ et je m'appelle Gabrielle Sirois et je suis bibliothécaire à la Grande Bibliothèque. Donc, en effet, pour la dernière conférence de la saison, j'ai le plaisir de recevoir Julien Brault. D'abord, bien connu pour ses articles dans le journal Les Affaires, puis pour avoir fondé Hard Bacon en 2016. Hard Bacon, c'est une application mobile sur l'investissement boursier, la gestion budgétaire et la planification financière, entre autres. On retrouve aussi sur leur site web une grande diversité de contenus informatifs sur les finances personnelles, notamment des comparateurs de produits financiers. C'est d'ailleurs en lisant un article de blog intitulé 10 trucs pour épargner de l'argent de façon créative tout au long de l'année sur le site web de Hard Bacon que j'ai eu l'idée d'inviter Julien pour venir nous en parler ce soir. Donc, sans plus tarder, pour entrer dans le vif du sujet, je laisse la parole à notre invité, Julien Brault. Merci beaucoup, Gabrielle, pour l'invitation. C'est super apprécié. Ce soir, je vais vous parler d'épargne. Avant de commencer à épargner, je pense que tout le monde sait que c'est important d'épargner, que ce soit pour avoir une certaine euh, flexibilité. Tout le monde pourrait perdre son emploi demain matin, et si on a zéro épargne, on est très vulnérable, ou que ce soit pour faire des projets de vie ou ne serait-ce que la consommation courante, l'épargne est quelque chose d'important, tout le monde le sait. Mais c'est bien beau de dire, c'est facile l'épargne, il faut juste dépenser moins que nos revenus, c'est vrai. Mais après ça, comment on épargne, dans quoi on épargne. Je vais vous montrer quelques petites notions, puis je ne connais pas le niveau de littératie financière des gens qui assistent à cette conférence-là. Je pense que c'est important de commencer par la base. Il y a probablement plusieurs choses que vous savez déjà de ce que je vais présenter, mais des fois, il y a des choses aussi que peut-être que vous savez pas. Les différents véhicules d'épargne. On épargne de l'argent. Souvent, ça va être dans le compte chèque parce que c'est le compte dans lequel la plupart des gens reçoivent leur chèque de paie. Et là, si vous êtes discipliné puis vous faites partie des Canadiens qui s'en vont pas vers la faillite et qui dépensent moins qu'ils gagnent, c'est déjà un point positif, mais votre argent va se retrouver dans un compte chèque avec probablement 0,001 ou 0,0, en tout cas, c'est des taux d'intérêt qu'on gagne sur le sol de notre compte chèque qui sont dérisoires, surtout dans un contexte où l'inflation au Canada est à peu près 6 %. Donc, en fait, c'est pas un taux positif, c'est pas zéro, c'est moins 6 % plus ou moins que vous obtenez dans votre compte chèque. C'est quoi les alternatives au compte chèque, qui est pratiquement l'équivalent moderne de l'oreiller dans lequel on accumulait des billets traditionnellement, ou le bas de laine. Je pense que le bas de laine est le bas de laine des Québécois, comme ils appellent la Caisse de dépôt. C'est quoi l'alternative au compte chèque? Mais les comptes épargne. Au niveau des comptes épargne, il y a toutes sortes d'offres, mais on peut aller chercher jusqu'à du 1,5, des fois même 2 % en certaines promotions. C'est sûr que c'est pas évident. Puis il faut regarder aussi pas juste les grandes banques. Donc au Canada, le marché bancaire est dominé par les 5 plus grandes banques, ou les 6 plus grandes banques, si on inclut la Banque nationale, qui est la 6e. Mais il y a des petites banques, donc on peut penser à Tangerine, qui est probablement une des plus grosses des petites banques, puis qui appartient à Scotia, mais sinon, il y a des banques comme EQ Bank, la Laurentienne, des fois, qui a des belles offres. Donc, magasinez vos comptes d'épargne, c'est sûr. Je presse pour ma paroisse. Hard Bacon, un comparateur de comptes d'épargne. Vous pouvez aller sur le site, regarder ça. Sinon, il y a les CPG. Les CPG qui, justement, ça fait quand même longtemps qu'on est dans un environnement de bas taux d'intérêt, et là, on revient dans un environnement avec des plus hauts taux d'intérêt.
Les CPG avaient été pratiquement délaissés. Puis, je parlais récemment à un conseiller, puis il me disait, c'est juste les gens de 80 ans et plus qui investissent dans les CPG parce que justement, on bloque l'argent. C'est ça la différence entre un compte d'épargne et un CPG, c'est qu'un CPG, on va s'engager à laisser l'argent en CPG pendant 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Aujourd'hui, ça commence à être plus intéressant, mais à date, ça sert à rien de bloquer votre argent dans un CPG si vous pouvez avoir un meilleur taux d'intérêt dans un compte d'épargne parce que vous avez la totale flexibilité. Au niveau des CPG, mais c'est un peu comme un compte d'épargne, c'est que c'est un taux d'intérêt, donc c'est pas risqué. D'ailleurs, un CPG, c'est aussi sécuritaire qu'un solde dans un compte de banque, dans une banque à charte canadienne. C'est jusqu'à 100 000 d'argent qu'on a dans un compte bancaire ou dans un CPG. Jusqu'à 100 000 est garanti, même en cas de faillite de la banque. Au Canada, on n'a pas vu de faillite bancaire en fait, je ne connais pas l'histoire de mon vivant, il n'y en a pas eu. Je ne saurais pas dire si jamais il y a eu une faillite bancaire. Probablement qu'il y en a déjà eu une, peut-être au 19e siècle. Mais on a un système, on a très peu de banques au Canada. Je pense qu'il y a 35 banques à charte en tout. Et il y en a juste 6 qui se partagent à peu près 90% du marché. Donc, on parle d'entreprises qui sont très, très stables financièrement. Donc, le CPG, c'est vraiment pour les gens qui ne veulent pas prendre de risques. Ça ressemble à une obligation, un CPG. L'obligation, c'est similaire. La différence entre un CPG et une obligation, c'est que l'obligation se transige sur les marchés financiers. Donc, contrairement à un CPG où on a dans certains cas, des pénalités si on veut retirer notre argent plus tôt. Une obligation, on peut le vendre sur le marché. Par contre, en fonction de ce qui arrive avec les taux d'intérêt, l'obligation va gagner ou perdre de la valeur. Donc, je dirais qu'il y a un peu plus de risque, surtout si vous prévoyez vendre l'obligation en cours de route. Cela dit, une obligation à la fin du terme, donc si c'est une obligation 1 an ou mettons 5 ans, après les 5 ans, vous recevez l'ensemble du capital investi au départ. Donc, FNB, mais là, on s'en va dans le terrain. Les FNB, en fait, sont des fonds négociés en bourse. Donc, ça se transige de la même manière qu'une action sur les bourses canadiennes, américaines. Donc, ça ressemble à une action. La différence, c'est que c'est un fonds. Donc, on peut utiliser un FNB pour investir dans des obligations. Donc, il y a des FNB d'obligations. Il y a même un truc que j'ai découvert récemment. Il y a des FNB qui investissent dans un produit financier qui s'appelle les TIPS, qui sont des obligations américaines qui viennent avec une garantie pour l'inflation. Donc, à mesure qu'il y a de l'inflation, la valeur du TIPS va augmenter. Donc, ça, c'est un produit intéressant que j'ai découvert récemment pour aller se protéger contre l'inflation, parce qu'on parlait de l'inflation élevée en ce moment. Par contre, bien entendu, en finance, plus on a de sécurité, moins on a de risques, moins les rendements sont élevés. Donc, de manière évidente, mettons, le FNB de TIPS va avoir un rendement moins élevé qu'un FNB, mettons, obligataire en général. Actions. Il y a aussi, juste pour... là, j'ai parlé des FNB parce que je parlais dans une perspective d'épargne, mais il y a des FNB qui investissent dans des trucs plus risqués, des FNB d'actions. Il y a des FNB même en technologie. Donc, on peut prendre beaucoup de risques en FNB. Tout comme on peut aussi investir dans des produits qui sont plus similaires des obligations, des CPG. On peut aussi acheter carrément des actions en bourse. Ensuite, il y a différents types d'actions, puis je reviendrai là-dessus. Mais l'idée, c'est qu'il y a différents moyens de déployer son épargne et d'essayer justement que son épargne grandisse plutôt qu'elle se contracte à cause de l'inflation. Comment choisir un CPG? Bien, ultimement, on va regarder le terme. C'est quoi le terme? C'est l'échéance, donc ça peut être quelques mois jusqu'à quelques années. On va regarder le taux d'intérêt. Bien entendu. Donc, on aimerait, c'est sûr que ça n'existe pas des CPG à 6%, mais potentiellement, c'est ce qu'on viserait en tant qu'investisseur qui veut faire fructifier son argent et non voir son argent diminuer de valeur. Et l'autre chose qu'il faut regarder, c'est les pénalités. Donc, il y a des CPG on
peut perdre quand même de l'argent si on veut, admettons que c'est un CPG de 2 ans, puis après 1 an, on a une urgence ou on a vraiment besoin de notre argent. Il y en a qui viennent avec des pénalités où on perd 100% de l'intérêt. Il y en a que les pénalités sont moins grandes. Donc, c'est à regarder. On ne sait jamais même si on a une perspective de dire j'ai pas besoin de cet argent-là avant 2 ans, la vie est compliquée des fois, ça peut arriver qu'il y ait un imprévu. Donc, comment choisir une obligation? C'est très similaire à un CPG, une obligation. Donc, on va regarder le taux d'intérêt, on va regarder le terme aussi là, que j'aurais dû lister. Donc, puis en termes d'obligations, ça va beaucoup plus. On a des obligations qui sont beaucoup plus longues que les CPG. Les CPG de 25 ans, je pense pas que ça existe. Peut-être que il y a toujours plein de choses qui existent en finance, mais j'en ai pas vu. Tandis que les obligations, il y en a de 25 ans, 50 ans, c'est des choses qui existent. On va regarder la qualité de l'émetteur. Il y a des émetteurs qui sont gouvernementaux, donc des obligations du gouvernement du Québec. On peut acheter, puis on peut acheter ça, mettons, directement chez Épargne Placement Québec. On peut acheter des obligations du gouvernement du Canada, gouvernement américain, etc. Donc ça, c'est considéré comme plus sécuritaire. D'ailleurs, plus le gouvernement est central, donc une obligation, mettons, municipale, est considérée un peu plus risquée qu'une obligation provinciale, et une obligation provinciale considérée un peu plus risquée qu'une obligation fédérale. Pourquoi? Dans le cas municipal, c'est rare, mais ça arrive que des municipalités fassent faillite. C'est arrivé à Détroit, je pense, autour de la crise financière, là, dans les années 2008-2010, je me souviens plus de la date exacte. Donc, on peut imaginer que les gens qui avaient acheté des obligations de la ville de Détroit ont perdu leur argent. Ça arrive très rarement, mais ça peut arriver. Par contre, l'idée que les pays qui font faillite, c'est extrêmement rare. Et l'idée qu'un pays comme le Canada pourrait faire faillite semble relativement saugrenu. Il n'y a rien d'impossible dans la vie, mais c'est probablement un des scénarios les moins probables qui existent. Donc, on va regarder la qualité de l'émetteur. Et ensuite, il y a des obligations d'entreprise. C'est sûr que plus il y a de risques, en général, plus les rendements sont intéressants. Donc, les rendements des obligations d'entreprise sont plus élevés que les rendements des obligations gouvernementales. Et bien entendu, on regarde la cote de crédit de l'entreprise. Donc, les cotes de crédit d'entreprise sont différentes des cotes de crédit personnelles où on est entre 300 et 900. Au niveau personnel, cote de crédit d'entreprise, on parle de cote. Donc, la meilleure cote qui existe, c'est AAA. Donc, ça va être des très grandes entreprises qui génèrent énormément de flux de capitaux positifs, donc de profits. Mais on peut penser à un Microsoft au Canada, ça serait vraiment dans les plus grandes entreprises. Là. Il n'y en a pas beaucoup qui sont en AAA. Ensuite, tu as double A, tu as A, ensuite tu as triple B, ainsi de suite, et ça diminue. Donc, plus l'entreprise a une cote de crédit élevée, plus c'est sécuritaire, mais moins ils vont payer un taux d'intérêt parce qu'ils n'ont pas besoin de payer un haut taux d'intérêt pour convaincre les investisseurs de prendre un risque avec eux. Et on peut même, il y a des obligations qui sont très risquées. On dit en général, les obligations, c'est pour la stabilité et l'équité, c'est pour aller chercher plus de croissance, mais plus de risques. Cela dit, si on investit dans des obligations, on appelle ça en français des obligations de pacotille. Pour ceux qui sont familiers avec les termes financiers en anglais, c'est des junk bonds. C'est des entreprises là, qui vont pas très bien, qui sont risquées, qui vont émettre ces titres-là. On peut aller chercher des gros taux d'intérêt, on peut battre l'inflation, mais on prend des gros risques aussi, surtout dans un contexte économique comme celui celui qu'on a en ce moment. On peut s'attendre à ce que les entreprises sont très endettées avec la hausse des taux d'intérêt et des problèmes. Moi, je ne toucherai pas à des junk bonds, mais je voulais juste vous en parler parce qu'on parlait d'obligations. FNB, comment en choisir? Je l'ai déjà donné la définition d'un FNB. C'est un fonds négocié en bourse. Je dirais la chose la plus importante quand on regarde un FNB, c'est de regarder c'est quoi le ratio de frais de gestion RFG, pour les gens en finance qui parlent souvent plus en anglais, on parle de Management Expense Ratio, donc MER. Et en fait, c'est le pourcentage de frais sur l'actif de gestion que va charger le gestionnaire du fonds. Donc, peut-être que c'est encore du chinois. Concrètement, je donne un exemple. Si vous investissez 1000 dollars dans un FNB, donc vous allez acheter plusieurs parts de ce FNB-là pour un total de 1000 dollars. Et si le ratio de frais de gestion est de 1%,
Donc, ça serait 1% de 1000, ça serait 10 Donc, chaque année, ça va vous coûter environ 10 de frais. C'est pas des frais qui vont être facturés dans votre compte. Vous les verrez pas, ces frais-là, parce que c'est des frais qui sont soustraits du rendement. Donc, c'est facile à ignorer, les frais de gestion. Et pour ceux d'entre vous là, qui investissent dans des fonds communs, j'en parlais pas de fonds communs parce que les fonds communs, souvent, ça vient avec des ratios de frais de gestion qui sont très élevés. Dans les FNB, on parle de 0,2 au Canada. Là, pour les FNB canadiens, c'est autour de 0,2 jusqu'à 0,5. C'est rare qu'on voit. Ça existe là, des FNB avec des frais très élevés, mais c'est des FNB qui sont plus spécialisés, plus pointus, qui seraient peut-être jusqu'à 1%. C'est ce que les FNB avec les plus hauts frais que j'ai vus, c'est 1%. Dans les fonds communs, on peut parler de 3%, donc c'est énorme. À long terme, ça peut faire des centaines de milliers de différences pour quelqu'un qui épargne pour la retraite. Donc, assurez-vous que les frais soient le plus bas possible. Et souvent, des fois, il y a des FNB qui font exactement la même chose parce que la plupart des FNB vont se coller sur un indice. Un indice, ça peut être le plus connu au Canada, c'est le TSX 60. Le TSX 60, dans le fond, c'est simple, c'est les 60 plus grandes entreprises qui sont inscrites au TSX, c'est la Bourse de Toronto. Donc, ultimement, la beauté de ces FNB-là qui sont indiciels, la majorité des FNB, c'est qu'on ne paye pas une équipe de gestionnaires de portefeuille, d'analystes pour choisir des titres. On fait juste dire, on va investir dans les plus grandes entreprises. Et en général, ça a un rendement qui est élevé et les études prouvent que il y a juste un tout petit pourcentage de gestionnaires qui sont capables de battre les indices. Et l'enjeu, c'est de déterminer c'est qui ces gestionnaires-là. Et même si on est capable on pourrait faire une recherche puis vous donner une liste des gestionnaires qui les ont battus dans les 5 dernières années, mais en général, c'est le passé pas indicatif du futur, c'est-à-dire que souvent, ça va être ces gestionnaires-là ne seront pas capables forcément de battre dans le futur. Donc, l'idée, c'est de dire, on paie moins de frais et ça, c'est une certitude plutôt que prendre une chance pour essayer de trouver les meilleurs gestionnaires. Et bien entendu, les actifs sous-jacents, un FNB, comme je le disais, ça peut être un FNB d'obligations, ça peut être d'actions, ça peut être en technologie. Donc, c'est sûr qu'on va regarder ces choses-là avant de le choisir. Donc, comment choisir une action? Ça, c'est pas pour tout le monde, c'est quand même plus compliqué parce que bâtir un portefeuille de FNB est beaucoup plus facile parce que ça vient déjà diversifié. Donc, je parlais d'un FNB de TSX 60, ça vient avec 60 titres. Donc, on est déjà très diversifié, même plus diversifié que la plupart des gestionnaires de portefeuille là, qui investissent dans les actions, qui en général vont aller chercher une trentaine de titres parce que pour chaque titre, ils vont faire des suivis, ils vont faire des recherches, donc ça prend donc, on est déjà diversifié avec les FNB. Quand on investit en actions, on devrait en acheter plusieurs, donc c'est quelque chose qui est moins accessible. Cela dit, avec les plateformes de courtage qui coûtent de moins en moins cher, c'est possible d'avoir un tout petit portefeuille diversifié, mais on parle de 10 à 15 actions qu'il faudrait avoir pour la partie équité d'un portefeuille. Donc, là, les choses à retenir si vous voulez vous lancer dans le choix d'actions, ce serait le ratio court-bénéfice. Qu'est-ce que c'est le ratio court-bénéfice? C'est en combien de temps, en fait, si j'achète l'entreprise au complet, ça va prendre combien de temps que les profits me remboursent son prix d'achat? Donc, c'est quelque chose que les investisseurs immobiliers, avec lesquels les investisseurs immobiliers sont très familiers. Donc, ils se disent, si j'achète cet immeuble à revenu-là, ça va me prendre combien d'années avant que le prix d'achat soit remboursé par les profits de l'immeuble? C'est la même chose au niveau du ratio court-bénéfice. Bien entendu, on n'achète pas Microsoft au complet ou Couche-Tard au complet, on achète une petite partie. Et le ratio court-bénéfice nous dit, dans le fond, je paye combien de fois les profits, cette petite partie-là. Donc, si j'achète l'action à 10 et c'est une entreprise qui fait un profit de 1 par action, on va dire que le ratio court-bénéfice de cette compagnie-là est de 10. C'est le moyen de savoir est-ce qu'une action est chère ou une action est pas chère. Il existe d'autres moyens d'évaluer ça, mais une des erreurs, là, encore une fois, je ne connais pas le niveau de littératie financière du monde qui nous écoute, mais des débutants en bourse, j'en ai déjà entendu ça, de dire cette action-là n'est pas chère, elle est juste 10 par rapport à une autre action qui est 100 Ça ne veut absolument rien dire. Le prix d'une action, c'est juste la valeur de la compagnie divisée par le nombre d'actions en circulation. Donc,
10 100 ça veut rien dire. Les gens qui me disaient ça, ils savaient pas il y avait combien d'actions en circulation. Il y en a peut-être 1 million, il y en a peut-être 100 millions. Donc, le prix de l'action me dit absolument rien. Le seule exception qui confirme la règle, c'est quand on parle de penny stock. Donc, la traduction, c'est les actions à 1 et moins. C'est ça, un penny stock. Je me souviens plus de la traduction de l'OQLF de penny stock. Je pense que c'est action de pacotille, mais je suis pas sûr. Donc, c'est des actions et ça envoie un signal, ça ne nous donne pas une idée de la valorisation de la compagnie. Il y a des penny stocks qui ont des valorisations de 10 millions, comme il y en a qui ont des valorisations de 200 millions. Par contre, ça nous dit que c'est une entreprise qui est risquée et qui potentiellement ne va pas très bien parce que la plupart des grandes bourses exigent que les actions qui se franchisent sur ces grandes bourses-là, comme la Bourse de Toronto, le New York Stock Exchange, le Nasdaq, se négocient à plus qu'un dollar. Donc, en général, une entreprise qui va bien ne laisse pas son action tomber sous le 1 dollar. Et donc, là, mais sinon, une action à 2 dollars ou à 500 dollars, je ne sais pas lequel est le moins cher. Peut-être que c'est celle à 500 dollars. Julien, j'ai vérifié sur, en fait, dans le dictionnaire, de l'EQLF, puis on parle d'actions cotées en cents. OK. Merci. Justement, je n'étais pas sûr avec mon action de pacotille. Donc, action cotée en cents. Donc, effectivement, la définition de ça, c'est une entreprise qui vaut 1 dollar et moins. Donc, en général, c'est moins d'1 dollar, donc cotée en cents, ça a du sens. Donc, l'autre chose qu'on va regarder, c'est le taux de dividende. Donc, il y a des entreprises qui sont profitables, surtout en technologie, on voit ça. Amazon n'avait pas de dividende pendant la plupart de son histoire. Et l'idée, c'est que l'entreprise était profitable, réinvestissait dans sa croissance. Mais le taux de dividende est quand même intéressant parce que, c'est des entreprises qui sont un peu moins volatiles parce qu'il y a une certitude qui est. C'est jamais une certitude, les dividendes. C'est pas comme une obligation. Les entreprises n'ont pas d'obligation légale de maintenir le dividende. Par contre, les investisseurs en dividendes ont tendance à chercher des entreprises qui versent un dividende depuis très longtemps. Et en général, ces entreprises-là veulent pas parce que le jour où ils vont, mettons, cesser de verser un dividende, ils vont perdre une grosse partie de leur base actionnaire. Donc, le taux de dividende, ça peut être c'est un pourcentage sur la valeur de la compagnie. Donc, des taux de dividendes, souvent, ça peut être de 1 2 3 donc, c'est intéressant, ça nous dit combien d'argent je vais être payé. Et ça c'est pas au figuré. Ces dividendes-là, si vous investissez dans une action à dividende, c'est de l'argent qui va être déposé dans votre compte de courtage tous les ans, tous les trimestres, tous les semestres. La valorisation boursière de la compagnie, je vous disais, le prix de l'action ne veut rien dire, mais ça nous dit c'est quoi la taille d'entreprise. C'est pas l'indicateur le plus important, mais c'est sûr qu'on sait qu'une entreprise, mettons, de 100 milliards, potentiellement est plus stable et est plus importante qu'une petite entreprise de 10 millions. Cela dit, j'aime mieux regarder le bénéfice net et le chiffre d'affaires parce que, mettons, si on regarde, mettons, Tesla, qui est une des plus grosses capitalisations boursières dans le monde, ils n'ont pas beaucoup de revenus là, par rapport à leur taille. Donc, c'est la valorisation boursière pas si importante que ça, mais c'est quelque chose à regarder. Sinon, le secteur, dépendamment du secteur auquel une entreprise appartient, ça va se comporter différemment. Par exemple, là, il y a des gens qui pensent qu'on entre dans un cycle de récession. Mais dans une récession, il y a des entreprises qui, en général, sont très peu affectées. Donc, que ce soit mettons, un Procter Gamble ou au Québec, on pourrait parler d'un Lassonde qui vend des jus. Donc, tout ce qui est produit de consommation, on appelle ça en anglais consumer staple. Ça va être peu affecté par les cycles. Par contre, mettons les fabricants de voitures et encore plus, mettons les fabricants de voitures de luxe, eux vont être affectés beaucoup plus par les cycles économiques. Ou mettons l'industrie de la restauration, donc une chaîne de restauration cotée en bourse va être affectée beaucoup plus aussi par les cycles. Donc, c'est des choses, c'est sûr qu'il y a 1 million de ratio, mais c'est des trucs à regarder si vous voulez choisir des actions. Donc, avant, là, je vous ai montré quelques produits financiers dans lesquels vous pouvez mettre votre épargne. Ça, c'est à ne pas négliger. Les comptes enregistrés, c'est des cadeaux que le gouvernement nous fait.
et ça, encore une fois, c'est un cadeau du gouvernement, c'est pas risqué. C'est-à-dire, si vous savez ce que vous faites, vous prenez la bonne décision, c'est juste moins d'impôts que vous allez payer. Donc, ça augmente votre rendement sans augmenter votre risque. Donc, utilisez-les. Le plus connu, c'est le REER. Je dirais pas que en tout cas, mon opinion sur le REER, c'est que il faut que ce soit le bon compte pour vous. Ça permet de réduire votre revenu imposable. Donc, l'argent que vous déposez dans votre REER, vous le déduisez de votre revenu imposable. Donc, vous payez moins d'impôts. Pour les gens qui ont un emploi, qui sont salariés, mais ça se traduit souvent par des retours d'impôts. Pour les travailleurs autonomes, mais c'est moins d'impôts à payer. Ensuite, ben, l'idée, c'est qu'on peut prendre ce retour d'impôt-là ou l'argent qu'on aurait payé en impôts et on le réinvestit dans un REER ou dans un autre véhicule d'épargne et ça nous permet d'épargner plus vite. Par contre, petit bémol au niveau du REER, le REER, c'est vraiment un véhicule pour réduire son revenu imposable. Et par contre, on remet à plus tard l'imposition parce que quand on sort l'argent de REER, on se fait imposer. Et de plus en plus, il y a un consensus dans l'industrie que quelqu'un qui est en début de carrière et qui ne fait pas forcément des gros salaires, le REER n'est pas forcément un bon véhicule parce qu'il y a un risque que la personne gagne plus au moment du retrait et que le REER, dans le fond, soit un véhicule qui les pénalise sur le plan fiscal et qui paye plus d'impôts durant leur vie, dans tout le cycle de vie. Donc, c'est à bien y penser si, pour quelqu'un qui sait qu'il est à son sommet de revenus, c'est clair que le REER est très avantageux. Mais pour quelqu'un, par exemple, je penserais à un ingénieur qui gagne, qui a son premier emploi et qui gagne 50 000 et qui, au pic de sa carrière, va peut-être gagner 150 000. Ben lui, le REER, il devrait y penser à 2 fois et se tourner vers le CELI. Le CELI, on ne peut pas se tromper. On fait fructifier son argent à l'abri de l'impôt. Par contre, ça ne réduit pas son salaire imposable. Donc, il n'y a pas le retour d'impôt magique. Mais quand on retire l'argent du CELI, c'est libre d'impôt. Donc, on ne peut pas vraiment se tromper avec le CELI. CELIAP, c'est un nouveau compte qui vient juste d'annoncer. On ne peut pas encore contribuer au CELIAP. Je voulais l'ajouter dans la présentation parce que c'est vraiment intéressant pour les gens qui veulent accéder à la propriété. C'est sûr qu'avec le contexte actuel, hausse des taux, le flambée des prix des maisons, c'est inquiétant quand on fait partie des gens qui sont locataires et non propriétaires. Et le CELI-App, c'est une espèce de super compte enregistré qui a des caractéristiques du CELI et du REER. Donc, comme le CELI, quand on retire du CELIAP, on n'est pas imposé. Donc, c'est un compte, c'est pour ça que ça commence par, c'est un compte libre d'impôt. Par contre, comme le REER, il permet de réduire son revenu imposable. Donc, c'est un super compte. Si vous planifiez acheter une propriété, absolument, assurez-vous de maximiser vos contributions CELIAP l'année prochaine. Donc, c'est en 2023 que vous allez pouvoir commencer. Le produit n'existe pas encore, mais c'est sûr qu'il est vraiment intéressant. Donc, et en termes de compte enregistré, essayez de trouver c'est quoi le plus avantageux. Vous mettez le maximum, parce qu'il y a tout le temps des limites de cotisation. Donc, dans le cas de REER, je pense que c'est 18 si ma mémoire est bonne, du revenu imposable. Dans le cas du CELI, c'est à peu près 5 000 $ par année en fonction de votre âge, parce que il faut avoir 18 ans pour accumuler les droits de cotisation. Et le REE, je dirais qu'en général, c'est pour l'épargne pour vos enfants, donc pour ceux qui ont des enfants super compte. Le REE est sur le plan fiscal, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'épargner. On ne vient pas réduire son revenu imposable comme le REER. Par contre, l'argent, pendant qu'il est dans le REE, n'est pas imposable. Et un peu comme le REER, au moment du retrait, la beauté, c'est que en général, c'était conçu là, pour financer les études de ses enfants. Au moment du retrait, ben, c'est imposable sur le revenu de l'étudiant. Donc, en général, il n'y a aucun impôt parce que l'étudiant n'a pas de revenus et rejoint pas le niveau nécessaire là, pour payer de l'impôt. Donc, ça permet de transférer l'impôt qui aurait été payé là, sur les rendements de ce compte-là vers l'enfant. Et la beauté avec ça, c'est qu'il y a des subventions. Donc, non seulement
il y a un petit avantage qui n'est pas gigantesque là, si on le compare au CELI, au REER. L'avantage fiscal du REER est quand même plus petit, mais les subventions sont merveilleuses. Et je dirais, une chose qui est méconnue par rapport au REER, c'est qu'on peut investir dans son propre REER. Donc, s'il y a des gens qui sont jeunes ou qui ont envie de retourner aux études, ça peut être un véhicule intéressant. Donc, si vous avez 16 ans, le REER est probablement le meilleur véhicule pour vous. De toute façon, vous ne pouvez pas contribuer au CELI ou au CELIAP parce que vous n'avez pas 18 ans. Et je ne suis pas sûr pour le REER. Je ne connais pas l'âge du REER. Donc, j'ai mes limites. Faudrait vérifier. Mais c'est un super véhicule parce qu'en plus, si vos parents contribuent pas ou n'ont pas contribué, ben, vous pouvez aller chercher aussi des subventions. Et en plus, c'est pas imposable, le REER. Donc, il y a le cas pour un jeune, mais ou même un adulte qui veut faire un retour aux études pourrait utiliser le REER. Encore une fois, le REER va être plus avantageux pour quelqu'un qui veut retourner aux études que le REER. Donc, c'est pour ça que les gens ne savent pas que c'est possible parce que le REER permet de retirer ses REER pour faire un retour aux études dans la mesure où on rembourse, on a un certain nombre d'années pour remettre l'argent qu'on utilisait pour le retour aux études une fois que les études, bien entendu, sont terminées. Donc, en général, les gens qui veulent faire un retour aux études vont y aller via le REER. Par contre, pour quelqu'un, mettons, qui a besoin d'épargner beaucoup d'argent ou qui va aller maximiser ses REER, ben, le REER pourrait être un complément. Donc, l'idée, c'est toujours, quand on regarde les comptes enregistrés, malheureusement, le problème, souvent, c'est pas la limite de contribution, c'est notre capacité à remplir, à cotiser. Mais pour les gens qui font un peu plus d'argent, qui ont plus de ressources, ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on remplit du plus avantageux au moins avantageux et ensuite, on trouve d'autres solutions là, parce qu'il y a d'autres moyens d'optimiser fiscalement à l'extérieur des comptes enregistrés. Julien, excuse-moi, avant de passer à autre chose, est-ce que tu peux préciser si le CELI App, dans le fond, c'est pour acheter une première propriété seulement? Oui. Il y a un bémol, si quelqu'un, admettons, puis je fais partie je suis dans cette catégorie-là, donc oui, une première propriété, mais moi j'avais une propriété dans le passé, un condo, je l'ai vendu, et ça fait quelques années là, que je suis en mon appartement. Ma compréhension, c'est que je serais éligible parce que c'est pas ma première propriété dans ma vie, mais je ne suis pas propriétaire. Donc, Ah, euh, OK. pour les gens qui ne sont, mais si vous avez un chalet ou un condo, vous ne pouvez pas acheter une deuxième propriété avec le CELIA. OK, donc faudrait redevenir locataire avant d'en profiter. OK, OK. En général, c'est pour la première propriété, mais pour quelqu'un qui n'est pas propriétaire en ce moment, puis il y a quand même un délai. Là, OK. quelqu'un ne pourrait pas juste vendre puis dire ah ben là je suis éligible pendant une journée. Puis, Mmh. mais Parfait, c'est merci pour la précision. Donc, comment faire un budget? Essentiellement, c'est ce que je disais au début, c'est super important de dépenser moins qu'on gagne. Et juste de faire ça, vous allez être dans le top des gens en finances personnelles parce que c'est très commun, malheureusement, là, de dépenser plus d'argent qu'on gagne. Mais c'est sûr qu'il y a différents niveaux de sophistication. Puis en fait, je pense pas qu'il y ait une mauvaise méthode de budgéter. Peut-être que pour certaines personnes, budgéter, c'est juste de regarder dans son compte de banque une fois par mois ou une fois par semaine, puis dire ah, tu sais, je continue à épargner, puis ils font le calcul, puis ils épargnent, tu sais, il y a un bon taux d'épargne. Si la personne est contente, est satisfaite de son niveau de vie, puis a un taux d'épargne qui lui permet d'accéder à ses objectifs, il n'y en a pas de problème. C'est pas une religion, le budget. L'enjeu, c'est que c'est très facile de dépenser trop. Et des fois, on dépense mal. C'est-à-dire que c'est une chose de se dire hey, moi, c'est quelque chose que je veux faire dans ma vie, je veux faire ce voyage-là, il est cher, puis ça fait diminuer mon épargne. Mais des fois, on fait juste on voit pas le coût de nos décisions, puis on fait juste dépenser trop d'argent sans forcément maximiser soit notre épargne ou soit notre bonheur. Il faudrait que ça fasse un des deux. Donc, il y a deux méthodes principales là, pour faire un budget. Il y a la méthode de budget à base zéro. Qui est populaire chez certaines personnes. Et l'idée, je dirais que c'est la méthode la plus rigoureuse, la plus pas sophistiquée, là, mais c'est quand même du travail de faire ça.
L'idée, c'est qu'on passe pas sur nos dépenses, on part pas de nos dépenses, on part vraiment de rien. On regarde, on part de nos revenus, en fait. Et on se dit, ben, dans ce revenu-là, tu sais, qu'est-ce que je fais avec ce revenu-là? Et on va, avec un budget à base zéro, avoir un budget pour dépenser 100% de nos revenus. Donc, si quelqu'un, mettons, qui gagne 2000 dollars net d'impôts par mois, ben, son budget va inclure 2000 dollars entre guillemets, de dépenses, mais on va considérer l'épargne comme une dépense. Donc, on pourrait dire, OK, bien, sur ce 2000 $-là, il y a 50 qui s'en va dans mon épargne retraite, par exemple, dans un REER. Il y a 150 qui va aller dans, dans un compte d'intérêt, d'épargne intérêt élevé, par exemple. Et ensuite, on va dire, ben, tant d'argent en épicerie et ainsi de suite. Et on va arriver à zéro, c'est-à-dire que les revenus équivalent aux dépenses ou qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là, parce qu'on inclut aussi l'épargne dans les dépenses. Ce que ça permet de faire, c'est de repartir de zéro. Ça te permet de faire un changement, c'est-à-dire de remettre en question toutes les dépenses plutôt que juste dire, ah ben, ça me coûte ça en transport. Je me pose pas de questions. Ça permet de poser des questions. Et l'autre chose, c'est que ça permet de forcer l'épargne dans un certain sens parce qu'on budgète l'épargne comme une dépense et on considère que c'est la base, donc ça permet un peu de se forcer à épargner. Budget traditionnel, ben on va budgéter par catégorie, mais en général, le budget traditionnel, il n'est pas à base zéro parce que l'épargne, ben, c'est pas budgété. Donc, on va avoir, donc on reprend l'exemple de 2000 dollars par mois. Ben là, on va dire mes dépenses, c'est 1700 dollars par mois. Le 300 dollars n'est pas budgété, mais c'est l'argent qui devrait rester. Si on respecte notre budget, à la fin du mois, il reste un 300 dollars. Ce 300 dollars-là, on peut le mettre dans les mêmes, dans le compte épargne puis dans le REER. Mais c'est une approche, je dirais, qui est peut-être moins complexe, moins intense. Et moi, je dirais qu'il n'y en a pas une meilleure méthode. La meilleure méthode, c'est celle qui vous permet, encore une fois, d'atteindre vos objectifs. Donc, il y a plusieurs moyens. Là, je parlais de méthodologie pour faire un budget. Il y a plusieurs moyens de faire un budget. Puis encore une fois, il n'y a pas de mauvais moyens. Il y a des applications budget. Bon, c'est sûr que moi, je suis partial parce que je suis le PDG de Hardbacon et notre application permet de faire un budget. La beauté d'une application comme celle d'Hardbacon, c'est que on se connecte directement au compte de banque et de carte de crédit, qui fait en sorte que sans même faire d'entrée de données, on a nos dépenses réelles dans l'application et c'est en temps réel. Donc, à chaque fois qu'on fait une transaction, qu'on achète quelque chose au dépanneur, ben, on vient ajouter quelque chose à notre budget et ces applications-là, là, je ne peux pas parler pour toutes les applications, mais du côté d'Hardbacon, on est même capable de faire des alertes, de dire, ben, vous êtes en train de dépasser, si vous continuez comme ça ce mois-ci, vous allez dépasser votre budget en restaurant. Ça, c'est l'alerte que je vois sur mon téléphone tout le temps. Je dépense un peu trop en restaurant. D'ailleurs, Julien, est-ce que, ton application, elle est intelligente par rapport, pour attribuer les dépenses dans un resto ou un café, à la section alimentation, mettons? C'est Est-ce est le plus intelligente qui est possible. C'est sûr qu'il y a des limites quand on parle de catégorisation automatique, parce que, par exemple, puis nous autres, on utilise des fournisseurs de données, mais les catégorisations se font parfois en fonction du nom. Donc, tu sais, s'il y a un café qui a le mot restaurant dedans, ben là, ça va être considéré comme un restaurant plutôt qu'un café. L'exemple classique qu'on peut pas vraiment régler, c'est les grandes surfaces. Donc, moi, des fois, je fais mon épicerie chez Walmart. Hardbacon catégorise mes dépenses chez Walmart dans magasinage. Moi, je peux, avec Hardbacon, aller recatégoriser et dire non, ça, c'est pas du magasinage, c'est l'épicerie. Mais c'est difficile de savoir qu'est-ce que quelqu'un aurait pu acheter. Ils vendent des produits de pharmacie chez Walmart. Donc, ça peut être des dépenses de santé. Ça peut être aussi, donc, ça, c'est les limites un peu de ce type d'application-là. Mais ce qu'on peut faire avec Hardbacon, c'est de dire, mais moi, ce détaillant-là, je veux que ça soit toujours, mettons, épicerie, dans mon cas avec Walmart pour l'épicerie. Mais oui, c'est intelligent, mais pour utiliser ça à son plein potentiel, il faut recatégoriser certaines transactions. On économise quand même, avant que ce type d'application-là voit le jour, les logiciels faisaient qu'à chaque fois qu'on faisait une transaction, il fallait faire une entrée de données. Là, la beauté, c'est qu'on recatégorise peut-être 10% de ces transactions ou on laisse ça aller. Moi, je recatégorise pas tout. Je sais que
ça veut dire que j'ai une marge d'erreur dans mon budget, mais je suis correct avec ça. Tu sais, l'important du budget, c'est pas de faire un budget parfait, c'est d'être capable d'épargner qu'est-ce qu'on veut puis d'atteindre nos objectifs. Mais bonne question. Sinon, ben, quand je l'ai mentionné, il y a des gens qui vont juste regarder leur compte bancaire de temps en temps, puis ils sont super bons. Ils vont avec très, très peu de complexité, mais sont capables d'épargner puis d'atteindre leur but. Ça peut être un moyen. Il y a beaucoup de gens, ça, je trouve que c'est un des plus compliqués, ils ont des fichiers Excel, puis ils ont toutes leurs transactions, puis ils regardent ça de proche. Ça fonctionne pour eux. C'est aussi une bonne méthode. Sinon, le carnet de notes, il y a du monde, puis ça, j'avais lu une biographie de John D. Rockefeller qui est encore l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité en dollars constants. Lui avait noté toute sa vie, toutes ses transactions, là, même si c'était 5 sous, c'était dans un de ses carnets qu'il gardait dans sa poche. C'est sûr que là, c'est encore pire qu'un fichier Excel parce qu'à la fin du mois, il faut faire l'addition de tout ça ou aux semaines. Donc, beaucoup de manipulations. Mais si ça fonctionne pour quelqu'un, j'ai rien contre les carnets de notes. Ça peut même être un moyen pour un enfant de commencer à budgéter. Donc, ben, l'application de Arbekin, je ne passerai pas une heure là-dessus, mais essentiellement, l'idée de faire un budget, donc on peut utiliser Arbekin pour faire un budget zéro. Donc, l'idée, c'est de créer, de catégoriser pour l'ensemble de ses revenus. Par contre, on ne voulait pas le forcer. Il y a des applications qui forcent le zero-based budget, qui ne permettent pas, en fait, de budgéter sans avoir budgété pour 100% de ses revenus. Arbekin est flexible, donc quelqu'un pourrait catégoriser ses revenus, faire un budget qui inclut de l'épargne et qui va à 100%, mais on peut juste commencer, en même temps que vous avez un problème, vous dépensez trop en restaurant, vous pouvez juste entrer dans Arbekin. OK, ben moi, mon budget pour le restaurant, c'est 200$ par mois maximum. Et ça va fonctionner. C'est sûr que le mieux, c'est de budgéter pour la plupart des catégories et d'avoir quelque chose de complet puis qui se rapproche du zero-based budgeting qui est du zero-based budgeting. Mais la beauté, c'est que ça permet vraiment d'être flexible parce que c'est pas tout le monde il y a des gens qui sont très, très à leurs affaires, qui veulent tout catégoriser, avoir un budget parfait. Et il y a des gens qui se foutent un peu d'avoir un budget parfait, mais qui aiment bien d'avoir un outil qui leur permet de pallier de garder un œil sur leurs dépenses. Donc, comment faire un plan financier? Ça, c'est un peu plus complexe de faire un plan financier que de faire un budget. Un peu comme je disais, on peut faire un budget n'importe qui, on n'a pas besoin on a juste besoin d'être capable de faire des additions, faire un budget dans Excel. Faire un plan financier dans Excel, ça demande quand même des compétences financières plus élevées. Donc, la majorité des gens vont aller vers un planificateur financier qui a étudié dans le domaine. Assurez-vous qu'il soit membre de l'IQPF, là, qui est... c'est quoi l'IQPF? Je ne sais pas c'est quoi ce que veut dire l'acronyme, mais googlez ça, vous allez le trouver. PF, c'est planificateur financier. Je pense que c'est Institut de planification financière. Institut québécoise de planification financière. Yes, j'ai réussi à trouver l'acronyme. Donc, au Québec, c'est contrairement aux États-Unis ou au Canada anglais, le titre de planificateur financier est réglementé par l'AMF au Québec. L'AMF qui est l'autorité des marchés financiers, donc le réglementaire, le régulateur en termes de valeur mobilière au Québec. Donc, c'est réglementé. C'est quand même une sécurité accrue que ça nous permet parce que au Canada anglais, aux États-Unis, il y a des très bons planificateurs financiers, mais il y a des gens qui prétendent qu'ils sont planificateurs financiers et qui n'ont pas les compétences. Et il n'y a rien d'illégal à ça. Donc, assurez-vous que le planificateur financier ce soit membre de l'IQPF. D'ailleurs, s'il ne l'est pas, ben, c'est illégal d'exercer la profession de planificateur financier sans être inscrit. Une autre alternative, et quand je dis alternative, je dirais c'est pas la même chose. Je suis pas en train de prétendre que Arbekin a une fonction de planification financière. Il existe d'autres applications, notamment Planswell, qui sont faites pour que les gens le fassent eux-mêmes. Donc, ce ne sont pas des logiciels aussi sophistiqués que les logiciels qu'un planificateur financier va utiliser. Donc, c'est pas
c'est pas c'est une alternative parce qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à des planificateurs financiers. Si vous n'avez pas d'argent, les gens vont pas, personne ne va faire un plan financier pour vous gratuitement. Et la plupart des planificateurs financiers au Québec, ils font de l'argent en vendant des produits financiers. Donc, ils disent le plan est gratuit, mais il n'y a rien de gratuit dans la vie, on s'entend. Et eux, ben, ils font leur revenu en vous vendant des produits de placement. Donc, si vous n'avez pas d'argent à placer, eux, ils n'ont pas d'argent à faire avec vous. Ensuite, il y en a qui vont faire un plan financier pour vous vendre une assurance. Ils vont faire l'argent avec la commission de vente d'assurance. Mais si vous n'avez pas d'assurance à acheter, pas beaucoup d'argent à placer, ben, il n'y a pas un planificateur financier au Québec qui va vous faire un plan, à moins que vous trouviez un des rares planificateurs financiers qui travaille à honoraire. Là, il va vous charger entre 100 et 200 $ de l'heure. Il y en a quelques-uns au Québec, mais là, encore une fois, c'est pas à la portée de toutes les bourses de dire je vais dépenser 2 000 à 3 000 $ pour avoir un plan financier. Donc, si vous ne pouvez pas accéder, et ça, c'est la beauté d'un plan financier, c'est que c'est des gens qui ont étudié en fiscalité, qui ont des bonnes connaissances et qui vont prendre le temps de faire un plan qui inclut plusieurs aspects. Donc, tant, la planification financière, c'est autant la fiscalité, mais c'est aussi l'investissement, c'est la planification successorale. Est-ce que vous voulez léguer de l'argent à la prochaine génération? C'est la couverture d'assurance. Donc, c'est très large. Et c'est sûr qu'il n'y a rien de mieux qu'un plan financier fait par un professionnel. Ensuite, et selon moi, c'est pas forcément un ou l'autre, ça peut être les deux. Les apps de planification financière vont être moins sophistiquées. Donc, si on veut épargner de l'impôt grâce à des stratégies fiscales, c'est sûr qu'un planificateur, ça va être la meilleure option. Par contre, les apps permettent, de faire plusieurs plans financiers parce que même si votre planificateur financier vous en fait un plan, il ne va pas le remettre à jour à tous les mois. Même si il y a de l'argent à faire avec vous, vous avez des bons placements avec lui, au mieux, vous allez avoir un plan qui va être mis à jour chaque année. Et ça, c'est au mieux, dépendamment de votre niveau de richesse. Là, il y en a qui vont vous en faire un, puis après ça, ils font pas assez d'argent avec vous pour vous en faire un chaque année. Donc, les applications de planification financière permettent de tester des scénarios et potentiellement, ça peut être utilisé pour ouvrir la conversation et potentiellement refaire un plan financier avec votre planificateur financier. Fait que je les vois pas comme un ou l'autre, c'est plus des choses qui sont complémentaires. Ensuite, il y a des calculatrices financières des calculatrices retraite, des calculatrices, mettons, de couverture d'assurance vie, qui vous permettent, donc là, on parle de juste un petit morceau d'un plan financier. Mais encore une fois, un peu comme les apps de planification financière, ça permet de tester des scénarios, de regarder qu'est-ce qui arriverait si je me mettais à épargner 2 fois plus? Est-ce que je peux prendre ma retraite plus vite? Qu'est-ce qui arrive si je vends ma maison? Puis donc, ça permet de tester des scénarios et de voir comment on pourrait arriver plus vite à ses objectifs financiers et potentiellement, si vous avez un planificateur financier, ben là, ça permet d'ouvrir la conversation. Sinon, pour les gens qui ont des bonnes connaissances, le faire en Excel, moi-même, je suis pas mal dans Excel, mais je n'oserais pas essayer de me faire un plan financier dans Excel, donc c'est pas pour tout le monde. Donc, ça, c'est l'application d'Arbacon. Ultimement, c'est basé sur des objectifs. Donc, les gens peuvent mettre plusieurs objectifs, que ce soit, mettons, acheter une maison, acheter une voiture, prendre sa retraite, bien entendu. Ça fait partie du cycle de vie. On montre une progression des revenus et on pose quand même plusieurs questions là, sur la perte à l'utilisateur pour être capable de l'orienter. Parce qu'en fonction de l'âge, en fonction de plein de choses, il va y avoir différentes opportunités là, pour la retraite, etc. Donc, c'est quand même un bel outil pour avoir un plan sommaire, mais c'est sûr que ça ne remplace pas un plan fait par un planificateur financier. Comment investir en bourse? Donc là, on a parlé plus, quand on parle d'épargne, on parlait plus d'épargne, de consommation à court terme. Quand on investit en bourse, oui, c'est de l'épargne, mais on parle plus d'épargne retraite. Je ne dis pas qu'on investit seulement en bourse pour la retraite, c'est notre argent. Mais l'important qu'il faut comprendre quand on investit en bourse, c'est qu'il faut avoir un horizon de placement qui est élevé. Surtout si vous investissez dans des actions d'entreprise. On l'a vu cette année. Durant les premiers mois de l'année, les marchés boursiers ont perdu à peu près 20 % en moyenne, les titres technologiques encore plus. Et c'est pas catastrophique parce que les gens qui investissent de la bonne manière investissent pour le long terme. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas perdu de l'argent, ces gens-là. Oui, la valeur de leur position, la valeur de leurs investissements, quand ils regardent dans leur compte de courtage, a diminué. Mais
euh, globalement, ils possèdent toujours le même pourcentage des mêmes compagnies. Certaines de ces compagnies-là font même plus d'argent aujourd'hui. Donc, la réalité, c'est que pour investir en bourse, il faut être capable d'être patient et de ne pas être influencé par la fluctuation. Parce qu'il y a de la fluctuation en bourse. C'est inévitable. Donc, comment investir en bourse? Il y a la plupart des gens là, au Canada pensent à un conseiller financier. Puis là, le titre de conseiller financier n'est pas un titre réglementé. Donc, ça ne veut rien dire. Et même que l'AMF, qui est le régulateur au Québec, interdit l'utilisation du titre conseiller financier, cela dit, c'est sur des cartes d'affaires de plein de gens dans les institutions financières. Donc, c'est pas très, très appliqué. Par contre, avant de choisir un conseiller financier, mot qui veut absolument rien dire, il faut savoir c'est quoi son titre. Donc, il existe différents titres. Dépendamment de votre niveau de richesse, ça va être différents intervenants à qui vous allez parler. Le conseiller financier le plus commun, c'est un représentant en épargne collective. Lui, il a le droit de conseiller les gens. Quand je dis conseiller, je parle de donner du conseil, mais aussi de vendre des produits. Donc, lui, il est limité aux fonds communs de placement. Techniquement, sa licence lui permettrait aussi de conseiller des FNB, qui sont d'autres types de fonds, mais en réalité, les représentants d'épargne collective, comme c'est des titres qui sont négociés en bourse, c'est très, très rare qu'un représentant en épargne collective va conseiller ou vendre des FNB parce qu'il n'y a pas de commission associée, donc il ne ferait pas d'argent. Il y a les conseillers en sécurité financière. C'est ce qu'on appelle dans le langage commun des vendeurs d'assurance. Donc, eux, ils ont le droit d'offrir du conseil sur des produits d'assurance. Et une chose à vraiment savoir pour tous ceux qui nous écoutent, un conseiller en sécurité financière, demandez les titres d'inscription des gens parce que des fois, j'en ai déjà rencontré, ils vont dire, oui, moi, je suis un conseiller financier. Bon, ça veut rien dire. Et je peux vous aider avec vos placements boursiers. Et là, il y a des gens qui ont les deux titres, donc ils sont représentants d'épargne collective et conseillers en sécurité financière. Donc, eux ont le droit de vendre des produits d'assurance et de vendre des fonds communs de placement. Mais il y a des gens qui sont seulement conseillers en sécurité financière et ont le droit de vendre que des produits d'assurance. Par contre, il y a un produit d'assurance qui s'appelle le fonds ségrégué. Ça ressemble à des fonds communs de placement, mais en général, ça vient avec un produit d'assurance. Donc, en général, quand on meurt là-dedans, il y a une garantie là, du capital. Ça vient avec un certain... mais l'idée, c'est que c'est des produits qui sont très spécialisés, qui, selon moi, ne sont pas très bons pour beaucoup de gens. Peut-être pour quelqu'un qui est très, très vieux, là, puis qui veut protéger un risque, mettons, qui meurt juste pas longtemps après un cycle boursier. Donc, selon moi, je ne vois pas quelqu'un d'en bas de 60 ans qui aurait des fonds ségrégés. Mais le problème, c'est que ces gens-là, c'est ce qu'ils ont le droit de vendre. Fait qu'ils vont vendre ce qu'ils ont le droit de vendre, puis ils ont des commissions. Donc, n'investissez pas en bourse avec quelqu'un qui est un vendeur d'assurance puis qui n'a aucun autre titre pour vendre d'investissement. Le conseil en placement, c'est le conseiller financier qui a le droit de vous conseiller sur à peu près tout. Donc, lui, il peut conseiller, oui, des fonds communs de placement, mais aussi il peut donner du conseil sur des actions, des FNB, des obligations, des produits dérivés. Il y a quand même il y a une licence particulière, mais c'est les conseillers en placement qui ont le droit de conseiller là-dessus. Le problème avec les conseillers en placement, c'est que ces gens-là vont travailler en général pour des courtiers de plein exercice. Donc, au Québec, on pense à Desjardins Valeurs Mobilières ou la Financière Banque Nationale ou CIBC, Wood Gundy, pour en nommer quelques exemples. Et la règle, il n'y a pas de loi, mais en général, un conseiller en placement ne va pas prendre un client qui a moins de 250 000 d'actifs à investir avec lui. Donc, c'est sûr que pour les plus jeunes, c'est plus difficile d'y accéder. Un moyen, si vous voulez, ce type de conseiller-là, qui a le droit de vous conseiller sur tous les produits, souvent, ces conseillers-là vont accepter de conseiller les enfants de leurs clients, même si ils répondent pas à leurs critères de rentabilité. Donc, ils feront pas d'argent avec vous. Mais si vos parents ont beaucoup d'argent, ils veulent pas perdre vos parents.
Donc, ils n'ont comme pas le choix de vous prendre comme cliente. Ça dépend, encore une fois, c'est discrétionnaire. Il y a potentiellement des jeunes conseillers en placement qui prendraient des clients moins fortunés parce qu'ils doivent commencer à quelque part. Et finalement, il y a les gestionnaires de portefeuille, qui est un titre. Le gestionnaire de portefeuille, en fait, lui, a le droit de gérer euh, votre argent de manière discrétionnaire. Donc, c'est la différence entre un conseiller en placement qui peut vous conseiller, dire, ben moi, j'aimerais qu'on le fasse comme ça, mais il faut l'autorisation quand ils prennent des décisions pour vous. Le gestionnaire de portefeuille est un type d'inscription plus élevé. C'est quand même plus difficile de devenir gestionnaire de portefeuille. Et c'est le même titre qu'il faut pour être un gestionnaire institutionnel. Donc, c'est quand même des gens qui ont une belle expertise en placement. Mais souvent, vont travailler plus sur l'investissement et moins en termes de gérer les émotions des gens ou donner des conseils fiscaux. Les gestionnaires de portefeuille sont plus focusés sur de faire les investissements. C'est sûr que en général, dépendamment d'où vous travaillez avec un conseiller en placement, ben, ils vont être dans des équipes. Donc, souvent, mettons, pour les gens qui sont plus fortunés, ils vont avoir accès à un conseiller en placement, mais aussi à des planificateurs financiers, des gens qui ont d'autres sites pour accompagner les personnes. Donc, ça, c'était pour, si vous voulez, un conseiller financier. L'alternative pour les gens qui ont moins d'argent et qui n'ont pas envie de payer 3 de frais sur des fonds comme un placement, c'est d'aller soit vers un robot conseiller ou un courtier escompte. Là, je vais définir c'est quoi un robot conseiller parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi un robot conseiller ou qui ont l'impression de savoir c'est quoi. Quand je demandais la question dans des groupes, les gens me disent ah ben ça doit être une intelligence artificielle qui fait des transactions sur le marché qui sont vraiment intelligentes. Ce qui est pas fou. Si tu sais, pour quelqu'un qui entend le mot pour la première fois, ça semble ça parce que, mais en fait. Au Canada, c'est impossible d'avoir des logiciels là, qui prennent des décisions pour des clients. Donc oui, ça peut exister au Canada, là, des logiciels qui vont faire des transactions, mais ça serait juste pour des joueurs institutionnels parce que c'est illégal. Là, ça prend un gestionnaire de portefeuille qui est responsable de chaque décision d'investissement au Canada quand on parle d'argent du grand public. Donc les robots conseillers, ultimement, c'est des sites web qui permettent d'ouvrir un compte et de voir son argent géré par un gestionnaire de portefeuille. L'idée, de toute façon, du robot conseiller, c'est pardonnez encore une fois l'anglicisme, c'est un one size fits all, c'est-à-dire qu'ils ont une famille de portefeuilles de risqués à conservateurs. Et peu importe c'est quoi le client, ben, il répond à un petit questionnaire, puis ça dit, ah, ben, ça, c'est un client qui est risqué, qui a un profil risqué ou qui a un profil conservateur. Et on lui attribue, ben, s'il est conservateur, le portefeuille conservateur qui est géré par un gestionnaire de portefeuille, mais pas pour vous. Il est géré en général pour tout le Canada. C'est le même portefeuille, donc il y a quand même juste un gestionnaire de portefeuille. Puis quand je dis juste un, les robots conseillers ont probablement plus qu'un, mais l'idée, c'est que c'est quand même beaucoup moins coûteux que d'avoir une stratégie qui est basée pour une personne. Donc, les frais au niveau des robots conseillers sont autour de 0,5 en général là, de l'actif sous gestion. Donc, vous allez payer 0,5 de frais plutôt qu'un 3 Par contre, le 0,5 n'inclut pas j'en ai parlé plus tôt, des ratios de frais de gestion au niveau des FNB parce que les portefeuilles de robots conseillers sont des portefeuilles de FNB au Canada. Il y a peut-être un robot là, peu connu qui a d'autres stratégies, mais en général, quand on parle de robots conseillers, on parle de portefeuille de FNB. Et le ratio de frais de gestion, ça, c'est une question à poser avant d'ouvrir un compte dans un robot conseiller. C'est quoi le ratio de frais de gestion moyen? Et en général, ça tourne autour de 0,3. Fait que si on additionne les deux, ça fait à peu près autour de 0,8. On est quand même beaucoup moins élevé que l'alternative de travailler avec un humain. Ça, c'est clair. Courtier escompte, ben là, c'est vraiment vous qui prenez toutes les décisions. Il n'y a pas, vous ouvrez le compte et vous choisissez. Vous pouvez acheter des FNB, des actions. Vous pouvez faire n'importe quelle transaction que vous voulez, mais donc ça revient avec moins de frais parce que maintenant, il y a plusieurs courtiers en ligne qui sont gratuits, sans frais de transaction. Donc, si vous voulez ne pas payer de frais, c'est l'option qui vous permet de payer le moins de frais possible. Par contre, vous êtes laissé à vous-même. Donc, réfléchissez parce que si vous prenez des mauvaises décisions, ça pourrait vous coûter beaucoup plus cher que les frais que vous économisez. Donc, c'est un pensez-y bien. Ça dépend aussi de votre niveau de littératie financière. Si vous comprenez rien, ben, tu sais,
allez-y avec un robot conseiller ou un conseiller humain. Si vous avez des bonnes connaissances, puis aussi une capacité de gérer vos émotions, parce que des fois, on a les connaissances, mais on panique ou ça fait mal au cœur de voir notre portefeuille diminuer. Et là, on le sait que c'est stupide de vendre quand les marchés baissent, mais on le fait pareil. Et le résultat est le même. Donc, comment choisir un robot conseiller? Ultimement, les robots conseillers, c'est la même chose. C'est des portefeuilles de FNB qui sont hyper diversifiés. Honnêtement, moi, je regarde le ratio de frais de gestion, les frais. Sinon, il y en a qui offrent des portefeuilles éthiques, mais de plus en plus, ils l'offrent tous. Des portefeuilles ESG, là, entre guillemets. Puis, c'est ça, le reste, c'est pas mal du market. Comment choisir un courtier escompte? Bien là, on va regarder le frais de transaction. L'autre chose qu'il faut regarder aussi, c'est il y en a qui ont des frais d'inactivité. Donc, en fonction, donc oui, non, il n'y a pas de frais de transaction, mais est-ce qu'il y a des frais d'inactivité, surtout si vous êtes un investisseur passif? Ben là, ça se peut que vous ne faites pas de transaction pendant 3 mois. Est-ce que ça va vous coûter des frais? Sinon, c'est une commodité. Sinon, il y en a qui offrent plus d'accès à de la recherche. Donc, les courtiers des indépendants comme les Questrade, les Watson People Trade, souvent sont moins chers. Par contre, un des avantages d'ouvrir un compte de courtage dans une grande institution financière, c'est que souvent on a accès aux rapports de leurs analystes. Et ça, les Questrade, les Wealthsimple n'ont pas accès à ça parce qu'eux ont toute une division de marché des capitaux avec des analystes. Puis c'est pas pour les clients du compte de courtage là, qui payent tous ces analystes-là, mais ils leur donnent accès également. Donc, c'est une autre chose à regarder. Quel type de compte ouvrir? Ben, il y a des comptes enregistrés. On en a parlé plus tôt. Utilisez-les si vous avez de l'impôt à épargner. Ensuite, il y a les comptes non enregistrés. Et il y a certains types d'opérations qui ne sont pas disponibles dans un compte enregistré. Donc, on peut ouvrir un CELI puis investir dans un robot conseiller ou avec un compte de courtage en ligne en bourse, etc. Par contre, si on veut vendre à découvert, donc parier sur la baisse d'un titre, si on veut aller chercher encore une fois, je vais faire un anglicisme, du leverage, donc emprunter sur ces titres pour être capable d'investir plus, mais là, on augmente beaucoup notre risque. Bien, ou encore investir dans les produits dérivés, ça, c'est pas permis dans les comptes enregistrés, donc c'est dans les comptes non enregistrés qu'on peut faire ces opérations-là plus risquées. Je pense pas que je conseillerais à personne, à moins que vous êtes vraiment des experts, puis vous ne seriez probablement pas à la conférence si vous étiez des gestionnaires de portefeuille, mais c'est à considérer. Ensuite, une autre chose super importante, ça, je suis content que ça soit sur la slide. Assurez-vous, surtout si vous investissez vous-même en bourse, là, d'avoir un compte en dollars US si vous investissez aux États-Unis, parce que si vous avez juste un compte en canadien, à chaque fois que vous allez acheter un titre américain, vous allez payer des frais de conversion de devise. Et là, si jamais vous vendez ce titre-là pour acheter un autre titre parce que vous dites, ben, cette compagnie-là, moi, je pense que sa valeur est surévaluée. C'est important, surtout pour les comptes de courtage, de s'assurer d'avoir un compte en dollars US. Et en général, la plupart des courtiers, par défaut, vous le savez même pas, mais ils vous ont ouvert 2 comptes. Et quand vous avez un solde en dollars US, il est dans le compte US. Et quand vous avez un solde en dollars canadiens, dans le compte canadien. C'est la bonne façon de faire. Et dépendamment des courtiers, il y en a qui considèrent ça comme 2 comptes. Il y en a qui appellent ça un compte double devise. Dans la réalité financière, c'est 2 comptes qui sont comme agrégés ensemble. Mais c'est quelque chose d'intéressant. Sinon, ben, c'est ça, il y a des comptes sur marge qui permettent de faire des opérations plus sophistiquées comme des options ou de la dette. Quel est votre profil de risque? Bien entendu, j'en parlais un peu plus tôt quand je parlais des robots conseillers. C'est important. Il existe des questionnaires là, sur Internet et l'idée, c'est que est-ce que ça vous empêcherait de dormir la nuit si vous perdiez, mettons, 10 ou 20 de la valeur de votre portefeuille à cause de la fluctuation boursière? Pourquoi c'est important de connaître son profil de risque? Parce que, ultimement, les investisseurs qui n'ont pas une grande tolérance au risque vont avoir tendance à retirer leurs billes parce qu'ils viennent de perdre de l'argent. Et bien entendu, vaut mieux vendre quand on a fait de l'argent et acheter et garder ses actions quand on en a perdu. Donc, c'est un peu le comportement inverse. Donc, vaut mieux, et c'est sûr que plus on est conservateur, bien moins nos rendements sont élevés à long terme.
Par contre, si parce qu'on a, on a un profil plus conservateur, si on prend des investissements risqués pour maximiser notre rendement, mais qu'on finit par vendre au pire moment, ben là, c'est pas payant pour nous. Au-delà de son propre profil psychologique par rapport au risque, ben, en général, on considère qu'un jeune devrait avoir un profil un peu plus risqué. Pourquoi? Parce qu'il y a un horizon de placement. Si jamais il y a une crise boursière ou il y a le temps de voir son rendement, ses pertes comblées par le marché, tandis que plus on s'approche de la retraite, en fait, plus on va avoir besoin de cet argent-là pour vivre à tous les jours. Donc, on va diminuer notre niveau de risque. Donc, il y a deux. Donc, d'une part, c'est l'âge qui va déterminer nos besoins, et d'autre part, c'est le profil psychologique. Très important. Tous les conseillers sont obligés de vous poser ces questions-là par la loi pour être capable, pour investir en fonction d'un profil qui correspond à vos besoins. Mais si vous investissez vous-même, vous devriez faire cet exercice-là. Est-ce que je suis risqué ou conservateur? D'ailleurs, je pense qu'il y a un beau formulaire sur le site de l'AMF. Donc, ben, bien entendu, investir, des fois, c'est quand même complexe. Donc, à RBkin, nous, on se connecte sur tous les comptes d'investissement. On n'est pas une application qui permet d'investir. Vous avez besoin d'ouvrir un compte de courtage ou un compte de robot conseiller ou travailler avec un conseiller. Par contre, on peut connecter tous les comptes d'investissement à RBkin et on peut avoir la vue d'ensemble. Et on a même ajouté une fonctionnalité qui permet d'ajouter des portefeuilles de crypto-monnaies, de sorte qu'on a vraiment la vision d'ensemble. On peut voir c'est quoi mes placements qui génèrent le plus de rendement, c'est quoi qui génère le moins. Donc, c'est vraiment un moyen de garder un œil sur ces investissements et de savoir qu'est-ce qui se passe. Mais il existe d'autres solutions aussi. Puis si vous avez juste un compte d'investissement, vous pouvez l'utiliser. Cela dit, nous, avec RBQ, mais c'est ça, on fait des rapports de rendement par position, par compte. Donc, on peut aller un peu plus loin pour surveiller ces investissements. Ah, c'est la fin. Donc, on est... ça tire à sa fin. Donc, ben, c'est ça. Si j'avais un mot en conclusion, je vous dirais que puis ça, c'est la philosophie que j'ai depuis le début, c'est qu'il n'y a personne qui se soucie autant de votre argent que vous. Ça ne veut pas dire de ne pas faire confiance à des experts qui ont plus de connaissances que vous. Au contraire, allez chercher ces expertises-là si vous y avez accès. Mais à la fin de la journée, peu importe le talent de votre conseiller, vous, c'est une différence de 5 ans pour prendre votre retraite ou pas, ça a un impact beaucoup plus grand que votre conseiller ou d'autres gens. Donc, la morale de l'histoire, c'est vous n'avez pas besoin de devenir un expert en finance, mais prenez le temps de lire, avant d'investir dans quelque chose. Lisez le prospectus, lisez c'est quoi. Vous ne serez peut-être pas un expert, mais à la fin de la journée, c'est vous que ça impacte. Vous travaillez, on travaille tellement pour notre argent et de prendre des décisions financières sans avoir aucune idée de qu'est-ce qu'on fait. Je pense pas que c'est une bonne idée. Donc, ça serait mon petit mot de la fin. Merci beaucoup, Julien. Dis-moi, quand on parle de l'épargne, j'ai une petite question pour toi pour la fin. Quand on parle de l'épargne, on parle souvent de facteurs latés. En tout cas, si on n'en parle pas souvent, c'est récent parce que je crois que c'est une expression plus à la mode. Donc, je ne sais pas si tu pourrais nous en parler un petit peu. Euh, j'ai pas compris. Un facteur laté, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, le facteur laté, dans le fond, c'est une technique d'épargne au jour le jour, c'est-à-dire, c'est un auteur qui a sorti un livre sur le sujet où est-ce que, au lieu de dépenser, mettons, 4-5 $ par jour pour un latte, ben, on va l'utiliser pour l'épargner à la place. Hmm. Oui, ben, effectivement, en finance, souvent, ils vont dire on compare le prix de quelque chose à un latte par jour, bon, 5 $ par jour. Ouais, c'est ça. Ça fait 150 $ par mois, c'est beaucoup d'argent. Je pense qu'il n'y a, il y a pas de mauvais moyen d'épargner. Pour moi, c'est un peu gadget. Ça veut dire, c'est juste comme un moyen de vendre. La réalité, c'est qu'on dit aux gens économisez 150 $ par mois, puis ça va vous aider à être
à épargner plus d'argent, puis avec la magie des rendements composés, ça va faire une grande différence pour votre retraite. Ensuite, c'est peut-être plus facile à vendre de dire, OK, ben, épargne 5 par jour que épargne 150 par mois, mais à la fin de la journée, c'est la même chose. Mhm. Mais selon moi, il n'y a pas de mauvais truc. Tu sais, si ça vous aide de dire, ben moi, je vais faire, tu sais, chaque semaine, je vais faire un virement de 35 ou si quelqu'un a vraiment le temps de faire un virement de 5 à tous les jours dans son compte d'épargne, puis ça marche pour lui, ben c'est une bonne stratégie. Euh, Mhm. Super. Puis, pour terminer, là, finalement, est-ce que l'épargne devrait être une priorité absolue pour tous les Canadiens, un peu comme le loyer ou l'épicerie? c'est une bonne question. Je pense que ça dépend du stade de vie où on est rendu. Tu sais, je pense à un étudiant. Peut-être que ça n'a pas de sens pour lui tu sais, il n'est pas pour se priver d'un repas pour épargner parce qu'il veut, tu sais, oui, il y a des rendements composés puis il va être riche dans le futur, mais probablement que d'investir dans un repas va lui permettre d'avoir des meilleures notes et d'avoir un meilleur salaire durant sa vie. Donc, je dirais pas que ça devrait être une priorité pour tout le monde. Par contre, j'ai l'impression que ça nous prend un peu de temps avant de se rendre compte de cette importance-là. Puis on voit des gens qui se rendent compte, oh my God, tu sais, c'est la sécurité du revenu, tu sais, c'est pas assez pour vivre. Puis ils ont 55 ans, puis souvent, il est un peu trop tard pour faire quelque chose. Donc, je dirais que, tu sais, quand vous avez une augmentation ou quand vous avez votre premier, on sort de l'université, puis on a notre premier emploi professionnel, moi, je dirais que c'est le moment où on devrait. Puis je dis pas que ça serait bien là, de commencer à épargner à 16 ans. Puis il y a un avantage à faire ça. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais c'est pas donné à tout le monde. Mais dès qu'on a notre premier emploi payant, ben là, on devrait, puis quand je dis payant, mais tu sais, en général, on fait des études universitaires, puis là, on a un premier revenu. Puis surtout quand on est jeune, là, nos frais de vie sont tellement bas qu'un 50 000 par année, c'est une fortune. Ça, c'est le moment de commencer à dire, OK, c'est le fun, je peux m'amuser un peu pour la première fois de ma vie, mais on va commencer à épargner. L'autre chose aussi, c'est quand on a des augmentations de salaire. C'est merveilleux. Oui, on peut se payer un bon repas au restaurant pour se féliciter, mais c'est l'occasion parce que si on commence tout de suite à dire, OK, j'ai une augmentation de salaire, ben là, je veux un meilleur appartement, j'ai une nouvelle voiture, ben là, elle est disparue et on progresse pas dans la vie. Donc, je dirais peut-être pas la priorité absolue pour tout le monde, mais surtout quand vous commencez à gagner plus que le salaire minimum, ben, commencez à réfléchir à l'étape. Super. Ben, merci beaucoup, Julien, en tout cas, pour euh, la présentation de ce soir. Je suis sûre que ça va donner des idées pour épargner autrement à plusieurs personnes. Pour davantage de trucs sur les finances personnelles, n'hésitez pas à visiter l'application et le site web de Hardbacon. On y retrouve non seulement des articles sur des sujets variés, mais aussi des comparateurs de produits financiers. Donc, vous pourrez retrouver bientôt la rediffusion de la conférence de ce soir sur notre site web, si vous voulez la réécouter ou la recommander à un ami. D'ailleurs, il y a des conférences qui se sont déroulées dans le passé qui abordent les sujets qu'on a abordés un peu ce soir, c'est-à-dire sur le budget, sur l'investissement en bourse. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour pour approfondir ces thématiques-là. Donc, sur ce, je vous remercie encore d'avoir été des nôtres et on se retrouve cet automne pour une nouvelle saison de conférences sur les finances personnelles. Je vous souhaite une belle soirée et à la prochaine.